Salut tout le monde, c'est Samar et bienvenue sur GoDevOps. Jusqu'à présent, nous avons principalement utilisé des images créées par d'autres personnes et aujourd'hui, nous allons plutôt apprendre à concevoir nos propres images de manière professionnelle. Dans les projets réels, les entreprises, elles construisent des images adaptées à leurs applications. Il est donc essentiel de savoir comment impacter une application, comment optimiser la taille d'une image, comment organiser efficacement les couches et comment préparer des conteneurs pour un déploiement en production. Sinon, avant de commencer, si vous suivez cette série et que vous souhaitez approfondir vos connaissances sur Podman, sur Linux, sur OpenShift, sur de la containerisation, de l'automatisation ou autre, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Sinon, c'est parti, on commence. Commençons par notre première question à se poser. C'est quoi un container file exactement? Donc un container file est simplement un fichier qui contient des instructions utilisées pour construire une image de conteneur. Donc c'est en quelque sorte une recette et tu écris des instructions une par une et Podman les exécute dans l'ordre et crée une image finale. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Un container file n'est pas exécuté en une seule fois. Chaque instruction, elle crée une nouvelle couche et ça change tout parce que la taille de l'image, les performances, le cache, la sécurité, l'optimisation, tout dépend de ces couches créées. Prenons maintenant une analogie. Imaginons qu'un container file, c'est comme la construction d'une maison. Donc l'instruction from, c'est le terrain, c'est le point de départ de tout le projet. Si le terrain est mauvais, toute la maison, elle risque d'avoir des problèmes. L'instruction run, c'est le chantier de construction. On installe des paquets, on crée des répertoires, on configure des logiciels. En quelque sorte, on construit l'intérieur de la maison. L'instruction copy, c'est le moment où l'on ménage les meubles. On apporte des fichiers de l'application, le code source, les scripts et autres. Donc tout ce qui va rendre la maison réellement utilisable. Et l'instruction env, elle correspond aux réglages et aux installations essentielles. Donc l'électricité, l'eau, la connexion Internet, en d'autres termes, toute la configuration de l'environnement dont l'application a besoin pour fonctionner. Et enfin, on a notre image, c'est la maison terminée. Elle est prête à être utilisée pour créer des conteneurs. Maintenant, voyons ce qui se passe réellement en interne lorsque Podman construit une image. Donc déjà, chaque instruction, elle génère une couche. Et une couche, elle représente simplement un instantané des modifications effectuées à une étape donnée. Podman empile ensuite toutes ces couches pour former l'image finale. Par exemple, si j'installe des paquets, cela crée une première couche. Si je copie des fichiers de l'application, une nouvelle couche est ajoutée. Et si je configure des variables d'environnement, cela génère encore une autre couche. Ce concept est fondamental car les images de conteneurs, elles reposent sur ce qu'on appelle un système de fichiers en couches, donc Layered File System. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les conteneurs sont aussi rapides et efficaces. Les couches peuvent être réutilisées, mises en cache et partagées entre plusieurs conteneurs, ce qui évite de reconstruire ou de recopier inutilement les mêmes éléments à chaque fois. Maintenant, voyons pourquoi les couches jouent un rôle aussi important. Premièrement, chaque nouvelle couche, elle ajoute du poids à l'image. Donc, plus vous créez de couches inutiles, plus votre image devient volumineuse. Deuxièmement, chaque instruction du container file, il génère une couche indépendante. Cela signifie que si une instruction est modifiée, Podman peut être amené à reconstruire toutes les couches qui suivent. Et enfin, le système de cache, il repose entièrement sur ces couches et c'est un élément essentiel pour optimiser le temps de construction. Donc prenons un exemple, si la couche qui installe vos dépendances n'a pas changé, Podman peut la récupérer directement depuis le cache et le résultat c'est qu'on a une création d'image qui est beaucoup plus rapide. En revanche, si votre container file est mal organisé, une simple modification dans votre code peut obliger Podman à reconstruire l'ensemble de l'image. C'est pour cette raison que les container files utilisés en production, sont conçus avec soin afin de tirer le meilleur parti des couches et du cache.
Passons maintenant à une autre notion essentielle qui est l'image de base. C'est elle qui sert de fondation à votre futur conteneur. Son choix a un impact direct sur plusieurs aspects. Déjà la sécurité, la taille de l'image, les performances, les outils disponibles et la compatibilité avec votre application. Par exemple, certaines images de base sont très légères, mais elles embarquent très peu d'outils, et d'autres, elles sont plus volumineuses, mais offrent un environnement plus complet et plus simple à utiliser. L'image de base, elle détermine également des éléments importants, comme le gestionnaire de paquets disponibles, l'organisation du système de fichiers, du file system, les environnements d'exécution déjà installés, ou encore l'utilisateur utilisé par défaut. Donc vous l'aurez compris, le choix d'une image de base ne se résume pas à un simple détail technique, c'est une véritable décision d'architecture qui influence la qualité, la sécurité et la maintenabilité de vos conteneurs. Avant de commencer à construire nos images, voici rapidement le projet sur lequel on va travailler. Donc c'est des Container File Lab. Et dans ce dossier, vous avez déjà deux fichiers prêts, donc app.py pour l'application Flask et requirement.txt pour les dépendances. Donc tout est déjà préparé pour se concentrer uniquement après sur les container files et la construction d'images. Donc le code complet est disponible dans le dépôt GitHub. J'ai mis le lien en description. Et maintenant que l'application est prête, on peut passer à la création de notre première container file. Donc la première ligne, elle va définir l'image de base. Donc tout le conteneur part de cette image. Je vais choisir une image Python officielle. Python 3.12. Donc c'est la fondation de notre système. Et après on va rajouter une instruction copy. Et cette instruction, elle copie tout le projet dans le conteneur. Donc le problème ici, c'est qu'on copie tout sans filtre, donc même les fichiers inutiles, et ça fait partie des mauvaises pratiques à faire en production. La prochaine instruction, c'est le run. Donc on va installer Flask dans l'image avec run pipe install Flask. Et il faut bien s'en souvenir que run, ça crée une nouvelle couche à chaque fois. Donc là, on a notre première couche. On rajoute une autre instruction run. Pipe install. Requirements.txt. Donc on installe les dépendances du projet et là on a encore une nouvelle couche, donc on rend l'image plus lourde. Et finalement on a notre commande exécutée au démarrage du conteneur. Donc on a cd/app. On lance notre application, donc Python app.py. Donc ici on manipule le schéma dans la commande au lieu de structurer l'image. Donc là on a notre premier container file et là on va faire le build de notre image avec podman build. On met le nom de l'image qu'on souhaite, donc Go DevOps Server, et là c'est bad version et on met notre container file. Donc là on a notre image qui se crée avec toutes les couches. Donc là on est en train de faire le pull de l'image de base qu'on a utilisée, le 3.12. Donc c'est la première étape. Et ensuite ça continue à faire toutes les étapes qu'on a mis dans le container file. Et enfin on a notre image qui se crée. Maintenant qu'on a notre image, on va faire un podman run pour avoir notre conteneur. Donc ça va dans le background, port mapping 80-80.
et on met le nom de notre image. Donc là, on a notre conteneur. On peut tester notre conteneur. Donc ici, on peut mettre localhost pour voir 8080. Et là, on a notre application qui est bien fonctionnelle avec notre petit message qui s'affiche. Donc techniquement, notre application est fonctionnelle, même si notre container file il n'est pas bien conçu. Pour résumer, notre container file présente plusieurs problèmes. Déjà, trop de couches, une structure peu claire, des instructions redondantes, des changements de répertoire effectués manuellement et une optimisation insuffisante. C'est d'ailleurs une situation très courante dans les projets réels. Donc l'application elle fonctionne, mais le container file devient progressivement plus difficile à maintenir, plus complexe à optimiser et moins performant. La bonne nouvelle, c'est que nous allons améliorer tout cela et nous n'allons pas modifier l'application elle-même, mais plutôt la manière dont nous construisons son image. Pour y parvenir, nous allons nous appuyer sur 3 améliorations essentielles. L'utilisation du worktier, une meilleure organisation des instructions copy et le regroupement intelligent des instructions run. Chacune de ces bonnes pratiques, elle répond à un problème bien précis et contribue à rendre le container file plus propre, plus lisible et plus efficace. Améliorons maintenant notre container file. Donc on va commencer par définir un répertoire de travail global avec worktier /app. Donc là on n'a plus besoin de cette commande. Le copy il devient plus propre. Et là aussi, on n'a plus besoin du /app. Maintenant, on va combiner les deux run. Donc, on va les mettre ensemble avec donc les deux commandes maintenant sont dans une seule couche. Donc l'image elle est plus optimisée. Faisons maintenant le build de notre deuxième image. Donc Podman build, suite CodeDevOps, server, better. Et on utilise notre container file. Donc ici on a dans cette image une couche de moins puisqu'on a enlevé un run. Si on fait un podman image tree CodeDevOps button et on le compare à la première image, si on compare le nombre de couches, on va trouver une de moins pour le beta version puisqu'on a enlevé le deuxième run et on les a combinés en une seule couche. Faisons maintenant un rapide bilan des améliorations apportées. Tout d'abord, la structure du container file est devenue beaucoup plus claire. Ensuite, la lecture, elle est plus simple et plus intuitive. Nous avons également réduit le nombre des couches inutiles, ce qui contribue à une image plus efficace. Et enfin, nous avons supprimé les changements de répertoire répétitifs, ce qui rend le fichier plus propre et plus facile à maintenir. Le résultat est déjà bien plus professionnel, mais nous ne sommes pas encore prêts pour un environnement de production. Donc il reste encore plusieurs points à améliorer avant de pouvoir l'utiliser dans un contexte réel de production. Donc à ce stade, l'image est encore plus volumineuse qu'elle ne devrait l'être. Certains aspects de la configuration méritent d'être renforcés et il manque encore plusieurs métadatas qui sont importants dans des environnements DevOps. Et dans cette partie, nous allons donc aller plus loin et faire évoluer notre container file vers une version beaucoup plus proche de ce que l'on retrouve dans des projets professionnels prêts à être utilisés en production.
Donc on va améliorer notre container file et on va passer maintenant à une version de prod. On commence déjà par changer notre image et on va choisir une image de base plus légère avec -sim. Donc une image réduite veut dire moins de vulnérabilité et un déploiement plus rapide. On va ajouter aussi des labels. Donc les labels permettent d'ajouter des métadonnées comme des informations par rapport au mainteneur, par rapport à la version ou par rapport à l'environnement. Maintainer, c'est DevOps. Version 1.0 et l'environnement de production. C'est très utilisé pour les pipelines en CI/CD et pour les registries. On va rajouter maintenant des variables d'environnement pour avoir une configuration plus dynamique. Donc on va rajouter deux variables. Déjà l'environnement de Flask, donc c'est l'environnement de prod, et le port. 80-80. Maintenant on va rajouter un expose. 80-80. Et il faut bien savoir que l'expose c'est juste une documentation. Donc ça nous informe sur quel port l'application est exposée. Donc expose, elle n'ouvre pas le port, mais elle nous rajoute juste l'information sur l'image. On va changer notre worktir à opt/app pour que la structure elle soit plus propre et plus standard pour l'environnement de prod. Et on va changer notre commande. Pour que ça devienne plus stable et pour avoir une meilleure gestion des signaux. Maintenant qu'on a notre container file, on va faire le build de notre image avec Podman build -t et le nom de notre image, Go DevOps Server Best Version et notre container file. Et maintenant qu'on a notre image, on va faire un Podman run -d -p notre port et le nom de notre image. Best version. Nous avons maintenant obtenu un container file qui se rapproche d'une version prête pour la production, mais dans un véritable environnement DevOps, on ne s'arrête généralement pas à cette étape. En effet, un conteneur de production ne consiste pas uniquement à exécuter une application, il doit aussi offrir de la flexibilité lors de la construction d'une image, donc au moment du build, garantir un runtime sécurisé, permettre la persistance des données et respecter les bonnes pratiques en matière de sécurité pour avoir une exécution sécurisée. Avant de passer à la démo, prenons le temps de découvrir 4 notions essentielles. Donc déjà, en première, on a la différence entre arg et env. Donc arg, elle correspond à une variable utilisée uniquement pendant la construction de l'image. Donc elle n'existe que durant le processus de build et elle disparaît une fois celui-ci est terminé. On l'utilise par exemple pour définir des versions, activer certaines options de compilation
ou transmettre des paramètres temporaires qui sont nécessaires à la création de l'image. A l'inverse, env, elle permet de définir une variable d'environnement qui sera disponible lorsque le conteneur sera en cours d'exécution. La différence est donc très simple. Arg, elle est utilisée pendant la construction de l'image, donc pendant le build, et env, elle est utilisée pendant l'exécution du conteneur. Dans les projets professionnels, ces deux mécanismes sont souvent utilisés ensemble. Une valeur définie au moment du build peut ainsi être après réutilisée comme variable d'environnement dans le conteneur. Passons maintenant à la notion de volume. Par défaut, un conteneur il est éphémère. Autrement dit, lorsqu'il est supprimé, toutes les données qu'il contient disparaissent également. Ce fonctionnement il convient pour certains usages, mais devient problématique dès que l'application doit conserver des informations dans le temps. C'est notamment le cas pour des fichiers de log, pour des bases de données ou encore pour des fichiers générés par l'application. Et c'est précisément le rôle du volume, donc il permet de stocker les données en dehors du système de fichiers du conteneur, directement sur la machine hôte ou dans un espace de stockage dédié. Ainsi, même si le conteneur est supprimé, puis il est recréé, les données elles restent intactes et peuvent être réutilisées. C'est un mécanisme indispensable pour garantir la persistance des données dans les applications modernes. Parlons maintenant d'un aspect essentiel, la sécurité. Par défaut, de nombreux conteneurs s'exécutent avec les privilèges de l'utilisateur root. Ce n'est pas une bonne pratique dans un environnement de production. En effet, si un attaquant parvient à compromettre un conteneur exécuté en tant que root, il disposera de privilèges beaucoup plus élevés, ce qui facilite une attaque contre le système hôte ou les autres services. Pour limiter ce risque, on utilise l'instruction user et elle permet d'exécuter le conteneur avec un utilisateur non privilégié en appliquant le principe du moindre privilège. Donc l'application ne dispose que des droits dont elle a réellement besoin et c'est aujourd'hui l'une des recommandations de sécurité les plus importantes dans la conception de conteneurs destinés à la production. Terminons avec le multi-stage build. Donc l'idée ici est simple, au lieu de construire toute l'image dans une seule étape, on découpe le processus de création en plusieurs phases, chacune ayant un rôle bien précis. Donc dans une première étape, on compile ou on construit l'application avec tous les outils nécessaires au développement. Puis dans une seconde étape, on crée une nouvelle image qui ne contient que les éléments indispensables à l'exécution de l'application. Les outils de compilation et les fichiers temporaires sont laissés de côté. Cette approche, elle présente plusieurs avantages. Donc déjà, elle réduit considérablement la taille de l'image. Elle élimine les outils de build qui sont inutiles en production. Et aussi, elle améliore la sécurité en limitant la surface d'attaque. Donc ici, on ne va pas rentrer dans le détail du fonctionnement du multi-stage build, mais vous allez voir comment ça fonctionne lors de la démo. Nous allons maintenant construire notre container file le plus avancé jusqu'à présent et ce sera la dernière version de ce container file. Donc la première amélioration, c'est l'utilisation d'un build multistage. Donc nous commençons par une étape appelée builder. On va utiliser n'importe quelle image. Donc ici on va prendre le Python 3.12 et pas la slim, as builder. Et cette étape, elle sera utilisée uniquement pour préparer et installer les dépendances nécessaires à notre application. Ensuite, je définis un répertoire de travail dédié au processus de build. Donc ce sera /build. Et toutes les opérations de cette première étape seront réalisées dans ce dossier. Ensuite, on copie uniquement le fichier requirement.txt. Et là, c'est une optimisation importante. Donc si mon code il change mais que les dépendances elles restent identiques, Podman pourra réutiliser le cache existant et éviter de réinstaller tous les packages.
Je procède maintenant à l'installation des dépendances Python avec un pip install. Après, au lieu de les installer directement dans l'environnement système, je vais les installer dans un répertoire dédié qui sera appelé /install. Mon requirement.txt. Et cela va nous permettre de récupérer uniquement ce dont nous avons besoin dans l'image finale. Donc maintenant que les dépendances sont préparées, nous pouvons passer à la deuxième étape du build. Et on va utiliser notre image BitOnSim qui est beaucoup plus légère que la première. Et elle contient uniquement les éléments nécessaires à l'exécution de l'application. Nous définissons ensuite un argument de build, arg appversion, 1.0, et cette variable peut être modifiée au moment de la construction de l'image pour indiquer dynamiquement une version. Et je vais utiliser cet argument dans mon label de version. Pour ajouter des métadonnées à l'image. Je remets mon workdir en /app pour que ça soit plus simple et plus clair. Maintenant, voici l'élément clé du multistage build. Donc, on va faire un copy from builder /install /esr local. Donc ici on copie uniquement les dépendances installées lors de l'étape précédente, donc du builder. Et nous ne récupérons pas l'environnement complet de build. Donc on récupère que la partie /install. Et cela permet d'obtenir une image finale plus légère, plus propre et plus sécurisée. On ne va pas rajouter la totalité, on va rajouter juste la partie app.py. Donc le code de notre application. Et ensuite, on va rajouter un volume. Donc on va le déclarer avec cette instruction, volume, /app/data. Donc le répertoire /app/data pourra être utilisé pour stocker des données persistantes, indépendamment du cycle de vie du conteneur. Et pour renforcer la sécurité, nous exécutons le conteneur avec un utilisateur non privilégié. Ce sera nobody, par exemple. Et donc l'application ne s'exécute pas avec les droits root. Et c'est une bonne pratique essentielle dans les environnements de prod. Et on n'oublie pas d'enlever cette étape quand on n'a plus besoin de ces deux instructions de run. Et maintenant, notre container file est bien construit. Donc on peut faire le build de notre image avec podman build /t. On met le nom de notre image, serveur advanced, et notre container file, et on lance le build de l'image. Donc là qu'on a notre image, on peut maintenant lancer notre conteneur avec podman run. Notre image, serveur advanced. Faisons un dernier récap des améliorations apportées à notre container file. Donc première évolution, nous avons adopté un multi-stage build, ce qui permet de séparer la phase de construction de la phase d'exécution, et le résultat, c'est une image plus légère, plus propre et plus sécurisée. Deuxième amélioration, c'est que nous avons ajouté un volume pour conserver les données de manière persistante
même lorsque les conteneurs sont recréés. Troisième point, grâce à l'instruction user, le conteneur s'exécute désormais avec un utilisateur non privilégié, ce qui renforce considérablement la sécurité. Et enfin, nous avons utilisé env pour rendre la configuration du conteneur plus flexible en permettant de définir facilement des variables d'environnement au moment de son exécution. Donc avec ces différentes améliorations, notre container file est désormais beaucoup plus proche des standards dans les environnements de production. Il est plus sécurisé, plus flexible, plus maintenable et mieux adopté aux bonnes pratiques DevOps. Prenons maintenant un moment pour faire le lien entre tout ce que nous venons de faire dans cette vidéo. Donc nous avons commencé par créer une première image volontairement mal conçue pour identifier les erreurs les plus fréquentes. Ensuite, nous avons amélioré sa structure en utilisant WorkTier et en optimisant les instructions Run. Dans la troisième étape, nous avons intégré les éléments indispensables à une image destinée à la production, qui sont les metadata, avec env, label et expose. Puis, nous avons découvert des concepts plus avancés, tels que arc, volume, user et une première approche du multistage build, donc des mécanismes qui sont largement utilisés dans les projets professionnels. Et au final, nous disposons désormais d'une vision complète de ce qui caractérise un container file prêt pour un environnement de production. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment comparer concrètement toutes ces images que nous avons créées. Donc c'est précisément ce que nous allons voir dans la suite. Donc comparons maintenant nos 4 images. On peut utiliser la commande podman_image. Donc cette commande, elle affiche toutes les images présentes sur la machine ainsi que leur taille. Mais l'affichage, il contient beaucoup d'informations dont nous n'avons pas forcément besoin pour notre comparaison. Donc on peut utiliser plutôt cette commande podman_image et on va lui spécifier ce qu'on veut avoir. Repository. Tag. Et size. Donc avec cette version, nous obtenons un affichage beaucoup plus lisible et nous pouvons maintenant comparer facilement les différentes images et leur taille. Donc ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est vraiment l'évolution de la taille des images. Donc la version BAD et la version Better ont exactement la même taille, environ 1,15 gigaoctets. Donc même si nous avons amélioré la structure du container file dans la version Better, nous utilisons toujours la même image Python complète comme base et du coup l'impact sur la taille elle reste donc très limité. Avec la version Best, le changement est beaucoup plus visible. Donc grâce à l'utilisation de l'image Python Slim, nous passons de 1,15 gigaoctets à seulement 138 mégaoctets et cela représente une réduction de plus de 85% de la taille de l'image. Et avec la version Advanced, nous allons encore un peu plus loin et c'est grâce au multistage build. Donc seules les dépendances nécessaires à l'exécution sont conservées dans l'image finale et ça nous permet ainsi d'atteindre environ 128 mégaoctets. Donc c'est une excellente illustration d'un principe fondamental en Go DevOps et l'objectif n'est pas simplement de faire fonctionner une application dans un conteneur, l'objectif est aussi de construire des images plus légères, plus sécurisées, plus rapides à transférer et plus faciles à maintenir. Et comme nous venons de le voir, quelques bonnes pratiques peuvent réduire drastiquement la taille d'une image tout en améliorant sa qualité globale. Pour conclure, une image de conteneur, ce n'est pas simplement une application qui fonctionne, c'est un artefact structuré, un package d'exécution optimisé et une unité de livraison sécurisée pour les systèmes de production.
Et voilà pour cette vidéo, j'espère que tout a été clair. Sinon, dans la prochaine, on va s'intéresser au volume et on va découvrir comment on peut conserver les données du conteneur, même après leur suppression. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous retrouve très vite.